Bonjour. Bonjour. Et Bah, c'est bonjour. voilà, on vous rejoint. Donc, bonjour aux inscrits. Si vous pouvez juste nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez également le diaporama qui se situe à gauche ou en bas de nos têtes. Ok, bon bah j'ai un ok de Coralie, donc c'est parfait. Merci On en beaucoup. a eu, voilà, on en a eu un, je pense qu'à mon avis, j'espère que c'est pareil pour tous les participants. Très bien, bon, on va pouvoir commencer. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle visioconférence. Euh, on a fait quelques vérifications d'usage. Voilà, donc on va pouvoir parler donc, de cette visioconférence spéciale éditeur de logiciels santé. Comment intégrer une solution de sauvegarde HDS à votre application, à votre soft. Donc, dans un premier temps, je propose que nous nous présentions. Donc, Sébastien, je te laisse commencer. Oui, je remets juste ma caméra. Bonjour tout le monde. Donc, je suis le gérant et directeur technique de la société Kiwi Backup. Je ne vais pas laisser la caméra tout le temps parce que j'ai un accès Internet un peu merdique. Donc, voilà, mais je suis là. Ok. Donc, moi-même, Stéphanie Meyer, je suis directrice commerciale chez Kiwi Backup. Et voilà, donc je suis à votre disposition pour vous accompagner, pour vous guider dans toutes vos démarches d'intégration, de mise en place d'une solution de sauvegarde. Voilà. Et donc moi c'est Loïc Light. Je suis chargé de communication depuis 3 ans et demi maintenant et j'ai pour rôle toute la communication, notamment vous accompagner via le kit marketing, on le verra en fin de webinar, ou encore d'organiser et de présenter les webinars, que ce soit sur des sujets comme celui d'aujourd'hui ou plus global sur la cybersécurité. Très bien. Donc, en amont de la présentation, on va juste faire un petit récapitulatif donc, de Kiwi Backup, qui nous sommes pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore. Kiwi Backup développe et commercialise des logiciels de sauvegarde depuis 2003. Donc, notre mode de distribution est principalement un mode indirect, donc par intermédiaire de partenaires qui sont soit éditeurs de solutions de sauvegarde santé ou non santé, et également des ESN, des prestataires informatiques qui ont intégré la sauvegarde externalisée à leur catalogue. Voilà. Donc, tel que vous pouvez le visualiser sur cette frise chronologique, nous commercialisons la solution de sauvegarde depuis 2018 et depuis maintenant un an, nous sommes certifiés HDS et ISO 27001. Voilà. Donc, avant de passer au sommaire et au vif du sujet, j'ai juste voulu faire une petite introduction avant de démarrer sur l'état des lieux des cyberattaques pour comprendre un petit peu pourquoi c'est important d'avoir un système de sauvegarde et notamment un système de sauvegarde externalisé pour vous et vos clients. Tout d'abord, on voit, je vais passer rapidement dessus, qu'il y a un nombre d'attaques en forte augmentation. Il y a dans le baromètre du CESIN, c'est un baromètre qui a lieu chaque année que je vous conseille de découvrir sur leur site. Là, c'est la 6e édition. Ils parlent de beaucoup de choses au niveau cybersécurité, également sur les employés, les fonds d'investissement, etc. Il y a eu donc 51% des entreprises qui ont reçu une cyberattaque et ça a augmenté pour 41% des entreprises, diminué pour 8%. Sachant que ces nombres-là, on a réalisé un webinar le mois dernier sur les prédictions de la cybersécurité 2021 et un retour sur 2020. Ça a vraiment augmenté en flèche avec comme principal type d'attaque les phishing. Puis après, c'est tout ce qui est usurpation d'identité ou autre type de virus. Ces attaques-là, j'en ai dénombré 2 comme exemple. Le premier, c'est sur un logiciel de santé, justement.
vu qu'on parle aujourd'hui aux éditeurs santé que vous êtes. C'est l'éditeur Daedalus qui a eu un ransomware et où l'entreprise a été bloquée pendant plus d'une semaine, où ils ont dû revenir au papier, au stylo, ils ont dû remettre tout ça à la norme. Ça a mis beaucoup de temps et ils ont eu une mauvaise répercussion, d'une part au niveau du chiffre d'affaires, parce que forcément, quand pendant une semaine, tous les postes, tout le réseau est à l'arrêt, vous devez repasser à une méthode de l'ancien temps, ça met plus de temps, la production est freinée, mais il y a aussi eu une mauvaise répercussion sur l'image de l'entreprise. D'une part par rapport aux clients, parce que eux, ils ont été avertis indirectement du souci, mais aussi dans la presse. Je veux dire, l'article, il a circulé sur TIC Santé, Journal du Net, enfin, pas mal de blogs, etc. Là, vous avez dans les médias et notamment les journaux télévisés où ils parlent de plus en plus des cyberattaques sur les collectivités ou encore les hôpitaux. Ça fait de la mauvaise pub forcément aux hôpitaux en question. Je pense qu'une personne va préférer peut-être aller dans un autre hôpital s'il y en a deux l'un à côté de l'autre qui sont également publics ou autres, qu'elle a le choix par exemple. La deuxième cyberattaque que je veux mettre en avant, c'est le logiciel Orion, qui fait partie de la suite SolarWinds. Alors SolarWinds a eu une cyberattaque. On pourrait en parler pendant des jours entiers, tellement c'est complexe, c'est vaste, et il y a énormément de choses à dire. Mais il y a eu également dedans le logiciel Orion qui a été attaqué. Ça a mis également plusieurs jours, voire semaines à être rétabli totalement. Et il y a eu les mêmes répercussions que sur le logiciel de Dalus. On peut voir ici, notamment sur cette slide, les conséquences des attaques. D'abord, des conséquences pures sur le business, mais aussi sur l'aspect, ce que j'appelle moi marketing. Sur le business, c'est pour 27% des personnes une perturbation de la production pendant une période significative. Comme je vous ai dit, reprendre les papiers, etc. Ou pour un autre sujet, par exemple dans les usines, même si ça ne vous concerne pas directement. Une perte de chiffre d'affaires pour 14% des personnes. Et après, c'est notamment une perte d'image pour 12% des interrogés envers leurs clients, les prospects et puis toutes les autres personnes autour. Et également pour 3% sanctions par une autorité. Il faut savoir qu'il y a eu le RGPD qui a été mis en place, qui est rentré en vigueur en mai 2018. Pendant 2 ans, 2018-2019, la CNIL il était assez gentil, entre guillemets, avec les personnes qui ne respectaient pas trop les règles. Cependant, en 2020, ils ont vraiment agi avec plus de 210 millions d'euros de sanctions appliquées sur plusieurs entreprises, et pas seulement des grosses entreprises, mais aussi des petites entreprises. Donc, il faut savoir que ça concerne tout le monde, et on le verra notamment après au niveau de la réglementation par rapport à la certification, en fait, d'avoir une certification hébergement de données de santé qui est très important lors d'une sauvegarde externalisée. Sur cette partie introduction et ces 3 slides, ce que moi je voulais mettre vraiment en avant, c'était le fait que la sauvegarde externalisée, c'est avant tout une assurance vie pour votre entreprise, vos clients, votre logiciel. Ça permet, quand il y a une attaque, quand c'est trop tard, de récupérer vos données et de ne pas payer une rançon ou de fouiller dans tous vos disques durs qu'il y a partout pour remettre la sauvegarde à la main manuellement, etc. ou autre. Okay. Merci pour ces chiffres. Pas de quoi. Je vais juste parler un petit peu du sommaire avant de laisser la main à mes collègues. Dans un premier temps, on va parler de la mise en place d'une sauvegarde HDS dans votre soft. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est quoi les bénéfices pour vous en tant qu'éditeur de logiciel? On parlera après de la réglementation liée à la sauvegarde des données. D'une part, de la certification HDS, mais également du Cloud Act. On fera un petit point là-dessus et comment Kiwi est en norme et répond à cette problématique-là. Après, quelques conseils de dev,
comment intégrer la sauvegarde dans votre soft. Puis finalement, dernière partie, on parlera un peu plus de notre accompagnement au niveau de la partie juridique, commerciale et marketing. Nous avons des outils adéquats pour ça et aussi un support de proximité qu'on verra plus en détail. Voilà, je vais laisser la main maintenant. Bien. Ah, Sébastien. Je crois que c'est à moi. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat hein, si vous avez des remarques, des réponses à des questions ou des choses comme ça. Et puis, allez voir également les replays des anciens webinaires où Loïc parle abondamment de cybersécurité. Donc, il y a de la matière si c'est des choses qui vous intéressent. Là, on va se concentrer plutôt sur la partie soft et sauvegarde. Si tu peux passer au slide suivant, Loïc. Donc, une des premières questions qui se pose en matière de sauvegarde, c'est qui doit la faire. Traditionnellement, en fait, vous avez quelqu'un qui s'occupe du réseau dans une entreprise, chez un radiologue, par exemple, prenons ça comme exemple. C'est le responsable du réseau qui est censé faire les sauvegardes des postes, et puis l'éditeur va fournir le logiciel qui est installé par l'infogéreur. C'est un mot générique, infogéreur, mais et donc, du coup, l'infogéreur doit faire la sauvegarde. Parfois, on a aussi l'autre approche, c'est que l'éditeur va intégrer dans son soft la sauvegarde de ses propres données. Et du coup, l'infogéreur est un peu, n'a pas cette responsabilité-là. On rencontre aujourd'hui vraiment les deux approches avec historiquement plutôt en faveur de l'infogéreur, mais on sent quand même que les éditeurs ont intérêt à prendre en main cette partie-là pour tout un tas de raisons que j'explique dans le slide suivant. N'hésitez pas à me dire dans le chat comment ça se passe chez vous, par exemple. Est-ce que vous intégrez de la sauvegarde ou est-ce que vous déléguez cette responsabilité aux installateurs? Donc, quels avantages pour un éditeur d'intégrer la sauvegarde? Pour moi, l'éditeur a une meilleure connaissance du système de stockage de son logiciel. Souvent, ce qu'on voit avec nos clients infogéreurs, c'est qu'ils nous disent ils sauvegardent des choses, mais ils savent pas du tout ce que c'est, ils savent pas comment c'est alimenté, si c'est une base de données fichier, est-ce que je peux la prendre à chaud, est-ce que je peux pas la prendre à chaud, est-ce qu'il faut que j'arrête tel ou tel service avant. En fait, ils en savent rien du tout parce que la plupart du temps, c'est même pas eux qui ont installé le logiciel sur le serveur. Et donc, ils n'ont pas la connaissance du mode de stockage. Alors parfois également, ils s'embêtent pas, ils sauvegardent tout, comme ça ils sont sûrs de ratisser large. Mais parfois dans les logiciels, il y a des systèmes de dump et c'est le dump qu'il faut sauvegarder, pas forcément les dossiers temporaires, par exemple, ou des choses comme ça. Donc l'éditeur, lui, il a la maîtrise de ça, il sait où sont stockées les données, et il a une meilleure connaissance du lieu de stockage, et donc par conséquent, il peut faire une meilleure sauvegarde. L'autre avantage, c'est de garantir que la sauvegarde est bien réalisée. Parce qu'effectivement, c'est souvent dans les contrats, c'est marqué, voilà, la responsabilité incombe au client de faire une sauvegarde, mais on sait très bien que c'est plus gentil, c'est une fois sur deux. Après, ça dépend évidemment des logiciels et des secteurs d'activité, mais souvent, c'est pas forcément réalisé, c'est pas vérifié par l'éditeur. Et lorsqu'il y a un problème sur un logiciel, la première réflexe, c'est d'appeler l'éditeur et dire j'ai perdu mes données, qu'est-ce que je dois faire? Et là, lui répondre que c'était à lui de faire la sauvegarde, c'est un peu trop tard. Donc, c'est vraiment un service supplémentaire. Ça rassure les clients également d'avoir une sauvegarde externalisée. Si je prends un logiciel de gestion de radiologie, il sait que les données sont externalisées, que si son cabinet prend feu ou subit un dégât des eaux, il aura une sauvegarde de ces données dans un environnement FDS, et ça, c'est vraiment un élément de réassurance aussi pour l'éditeur. Et le dernier avantage qui n'est pas des moindres, c'est que c'est également un service supplémentaire qui peut être vendu ou intégré dans un pack de services. C'est une vraie valeur ajoutée qui peut être commercialisée auprès du client et générer surtout un revenu récurrent pour les éditeurs qui ne sont pas en SaaS, dans le sens où voilà, ça, une sauvegarde, c'est un abonnement mensuel, donc c'est quelque chose qui revient automatiquement et un petit peu naturellement tous les ans, un peu comme une maintenance.
à contrario d'une licence qui est vendue une seule fois et qui n'est pas récurrent. Donc voilà, pour toute entreprise, un revenu récurrent, c'est toujours intéressant et c'est des choses. Donc c'est un bénéfice pour le client, mais aussi pour l'éditeur. Donc il y a tout à gagner à proposer un service de sauvegarde à ses clients. Alors, comment est-ce que Kiwi Backup peut vous aider dans l'intégration? Notre logiciel, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, on en parle un petit peu plus loin, mais est certifié HDS. Donc, Loïc vous expliquera un petit peu ce que c'est que la certification HDS. C'est un logiciel qui va se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est un logiciel intelligent qui va faire des sauvegardes incrémentales, blocs, de la déduplication, de l'optimisation de bande passante, tout un tas de choses par rapport à ça. Il est facile à intégrer. C'est pour ça qu'on a fait ce webinaire aujourd'hui. C'est pour vous montrer un peu la facilité d'intégration dans un logiciel existant via tout un tas de mécanismes que je détaillerai un petit peu plus loin. On a également des API pour récolter les alertes, pour lister les clients, leur volume, etc. Et surtout, bah, c'est un logiciel existant, donc des coûts beaucoup plus faibles que de développer en interne une solution de sauvegarde. Je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas des choses qui sont très simples à mettre en œuvre. L'optimisation, la déduplication, le découpage bloc intelligent, c'est des choses assez complexes et c'est pas forcément le métier des éditeurs de logiciels de gestion de faire ça. Donc voilà, Kiwi peut vous apporter cette brique technologique et intégrer ça dans vos services directement. Donc je vais laisser la main à Loïc pour un petit tour sur la réglementation qui est importante. Merci. Donc, je vais vous faire maintenant un petit récapitulatif sur la réglementation liée à la sauvegarde de données de santé, et notamment comment Kiwi Backup répond à cette certification-là. Au niveau de la certification, il faut savoir que avant, il y avait seulement, donc, pas une certification, mais un agrément des données de santé. C'est-à-dire que dès lors qu'une donnée de santé, qui est considérée par la CNIL comme une donnée sensible, est externalisée, c'est-à-dire qu'elle n'est plus dans, par exemple, le cabinet du praticien, chez l'opticien, par exemple, ou chez le dentiste, elle doit être soumise à certaines règles. L'externalisation d'une donnée, c'est vraiment très important dans la sauvegarde, parce que si on garde une donnée dans son cabinet sur un disque dur, par exemple, vous aurez derrière un risque de vol, un risque de dégradation du matériel, pas forcément d'historique, sauf si vous faites ça vous-même, mais comme dit, ça prend du temps et c'est pas le but ici. D'où l'externalisation. Avec l'agrément, à l'époque, il fallait seulement que l'hébergeur soit agréé et non l'éditeur. Depuis récemment, il y a eu la certification qui est rentrée en place et qui a, pardon, j'ai oublié mon mot, mais qui a remplacé l'agrément. Et avec la certification-là, il faut que le certificateur soit, il faut que l'hébergeur soit certifié ainsi que l'éditeur. Je suis désolé. Petit souci, oui. Donc, il faut que l'éditeur soit certifié ainsi que l'hébergeur. Maintenant, c'est plus seulement l'hébergeur qui doit être certifié. Il y a encore beaucoup de personnes qui parlent d'agrément sur le net et sur les différents réseaux sociaux. Donc, faites bien attention que ces certifications et que l'hébergeur, l'éditeur doivent être certifiés pour tout couvrir. Je vais aussi faire un point sur le Cloud Act. Donc, le Cloud Act, c'est une loi qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui vise à faciliter l'accès par les autorités américaines aux données stockées, soit par des entreprises comme par exemple Microsoft,
qui est une entreprise qui vient des États-Unis, mais qui ont des data centers en Europe. Donc, de pouvoir justement voir les données des data centers européens, ou de pouvoir, si par exemple maintenant vous êtes une entreprise française et que vous avez des données aux États-Unis, de pouvoir voir vos données. Ce Cloud Act-là, l'Union européenne n'est pas forcément d'accord. L'Union européenne met pas mal de freins là-dessus, mais on ne sait pas encore vraiment quand il y aura une demande d'accès de la part du gouvernement aux États-Unis, comment ça va se jouer, ni si cette loi va encore rester avec l'ère de Joe Biden maintenant. Donc, pour vous protéger, le mieux, c'est choisir une solution européenne avec des data centers en Europe et de préférence une solution française qui vous garantit encore une meilleure sûreté au niveau de la réglementation. Et également, ça permet de bénéficier d'un cloud souverain et de faire participer le Made in France. Alors, parler de cette slide, je vais laisser ma collègue Stéphanie. Voilà. Donc justement, Kiwi Santé, notre solution est Made in France, dans la mesure où on est situé en France et notamment en Alsace. Et on héberge également, si vous hébergez sur notre plateforme, les données de santé. On travaille avec OVH, voilà, pour garder, on va dire, la transparence du RGPD, la transparence de la sous-traitance. Donc c'est un package 100% français. Aujourd'hui, donc la solution Kiwi Santé, donc comme on vous l'a déjà indiqué précédemment, c'est une solution qui est certifiée HDS et 27001. Voilà, hébergée en France. Les données sont chiffrées à la fois pendant le transfert et également au niveau du stockage. Donc ça, c'est également un élément qui est très très important et qui permet justement de répondre positivement à l'aspect sécurité des données. On a mis en place, d'ailleurs on est en train de tout doucement, Loïc est en train de diffuser l'information, un plan d'assurance sécurité qui est disponible à nos partenaires lorsque l'on met en place un contrat ensemble et qui, on verra tout à l'heure quand on parlera de la partie accompagnement, qui donne des informations sur notre mode de fonctionnement, notre organisation, les différentes procédures que l'on a mis en place donc suite à cette certification. Bien sûr, donc la solution Kiwi Santé a également plusieurs richesses fonctionnelles. La supervision des comptes et des machines via l'interface d'administration, la déduplication à la source, bien sûr la compatibilité à la fois Windows, Mac et également Linux pour les personnes qui préfèrent travailler par exemple en ligne de commande et surtout ça peut être un élément qui peut être très intéressant pour les développeurs dans le cadre de l'intégration d'une solution dans votre propre application, on va dire. Et c'est une solution qui est disponible en marque blanche, c'est-à-dire que vous avez tout à fait la possibilité vraiment de l'intégrer à 100% à votre propre logiciel. Voilà, donc, voilà. Donc la solution Kiwi Santé, telle que l'a indiqué précédemment Loïc, répond aux exigences de la CNIL dans la mesure où on a été certifié sur les activités 3, 4, 5, 6. Donc là, vous avez notamment le détail concernant la partie principalement infogérance. Et les prestations, donc les certifications 1 et 2, sont assurées par notre partenaire qui est OVH, sur la plateforme OVH Healthcare. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas, hein. On est là pour y répondre. Et si je n'ai pas de questions, je vais laisser pour cette partie-là la main à Sébastien Asmine pour parler de l'intégration et plus de la partie comment intégrer l'application dans votre site. Le cœur du sujet. Ouais. À tout à l'heure. Ok, c'est parti. Alors, dans l'intégration d'un logiciel de sauvegarde, il y a plusieurs parties. Donc, on va les aborder un après l'autre. Le premier, c'est le déploiement. Quand j'installe mon soft, je veux installer en parallèle la sauvegarde. Donc là, il y a un certain nombre d'outils qui ont été mis en place pour ça, qui sont décrites slide suivant. Donc, il y a d'une part l'installation. Donc, on peut intégrer en fait l'installeur du backup dans votre propre installeur.
Donc, on peut fournir en fait un fichier zip qui sont les exécutables, les fichiers de configuration, etc., les DLL, et vous intégrez ça dans votre propre installeur et vous le lancez au démarrage de votre installation. Donc ça se fait relativement facilement. C'est assez facile à faire et on est là pour vous aider si jamais vous avez un souci. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre notre installeur sur notre site ou un kit de personnalisation et d'installer dans votre installeur. Ça reste possible, mais disons qu'on peut aussi faire quelque chose de beaucoup plus intégré et du coup de déployer en même temps les fichiers Kiwi Backup dans votre soft quand vous faites l'installation. Du coup, la mise à jour, elle est intégrée également. Ça va faire automatiquement les mises à jour du logiciel. Parce qu'on fait quand même régulièrement des évolutions, de temps en temps des petites corrections mineures ou des petites améliorations de performance. Donc, c'est intéressant d'avoir à chaque fois une mise à jour. Même si dans votre soft, vous avez intégré une version un peu ancienne, ben, vous allez profiter de ces mises à jour parce que là, au premier backup, il va récupérer la nouvelle version automatiquement. Donc ça, c'est pour la partie installation. Non, Loïc, j'avais pas terminé. Il y avait encore une partie, c'est la partie configuration du backup. Donc, en fait, quand on déploie un logiciel d'un éditeur, il y a un certain nombre de dossiers qu'il faut sauvegarder et tout ça, ça peut être également automatisé dans votre installation. Vous pouvez utiliser la ligne de commande. On a un petit exécutable qui permet d'ajouter automatiquement au fichier de configuration tel ou tel répertoire. Donc, dans le cadre d'une installation dans un dossier particulier piloté par le client, ben, avec l'installeur, on peut déclencher une tâche de paramétrage du backup qui va ensuite enregistrer les informations dans les bonnes cases dans le fichier de configuration. Il y a également une possibilité, si vous ne voulez pas intégrer dans l'installeur, de faire un kit avec des chemins prédéfinis. C'est-à-dire que dans le kit, vous allez avoir une installation déjà pré-paramétrée pour sauvegarder tel ou tel dossier. Si votre logiciel va sauvegarder toujours sur le disque, je ne sais pas, C/data, vous pouvez mettre ces data dans le kit et du coup, ce sera automatiquement sélectionné. Il y a également un mécanisme de plugin qui permet de piloter le backup de votre logiciel dans le cadre d'un arrêt d'une base, par exemple, où parfois il y a des petites tâches à faire avant de lancer le backup et des petites tâches à faire à la sortie du backup. Donc tout ça peut être fait avec un petit plugin en Python. On fournit un certain nombre d'exemples dans notre documentation. Voilà, je ne vous cache pas que ça, c'est pas la chose la plus utilisée, mais ça existe et c'est relativement intéressant de faire ça. Ça, c'est des choses qui sont faisables que par l'éditeur. Les infogéreurs ne font jamais ce genre de choses parce qu'ils n'ont pas la connaissance des actions à déclencher. Donc ça, c'était pour la partie déploiement. Ensuite, il y a un élément important et essentiel selon moi dans un backup, c'est le monitoring. D'accord, installer un backup, c'est bien. Vérifier qu'elle fonctionne, c'est mieux. C'est ce qui fait toute la différence entre un bon logiciel de sauvegarde et un logiciel de sauvegarde qui fonctionne pas. Parce que quand c'est pas monitoré, on s'en rend compte seulement quand on a besoin de faire une restauration. Et souvent, c'est un peu tard pour se rendre compte que ça fait 2 mois que le logiciel n'a pas été sauvegardé. Et c'est justement les données qui n'ont pas été sauvegardées qui sont nécessaires. Donc, surveiller que les backups ont bien eu lieu, c'est extrêmement important. Donc, dans notre logiciel, on a différents systèmes de monitoring qu'on voit sur le slide suivant. Donc, soit on peut le faire directement dans l'interface de gestion. Donc, on a un tableau de bord à destination des partenaires, donc éditeurs y compris, où vous avez un petit table en bas avec les petits carrés verts qu'on voit en bas. Chaque carré vert représente une machine. Donc là, il y en a que 6, mais on peut imaginer un tableau de bord avec des centaines de machines. Et si c'est vert, ça veut dire que le backup a bien eu lieu dans les 24 heures. Ensuite, il devient un petit peu moins vert et puis il devient rouge, écarlate à partir de 8 jours. Et donc, ça permet en un seul coup d'œil de visualiser l'état du parc de déploiement et d'aller analyser les problèmes qui peuvent se poser, sachant que voilà, des problèmes, ça peut être simplement une agence qui est fermée ou quelqu'un qui est en vacances.
Mais en tout cas, on a une supervision depuis l'interface de Kiwi Santé. Une autre possibilité, mais qui est un petit peu pénible quand on a beaucoup de machines déployées, c'est la notification par mail. Notre logiciel va envoyer automatiquement une notification. Donc là, taguer Kiwi Santé, mais elle peut être personnalisée à votre marque, sur lequel on va, si c'est vert, c'est que le backup s'est bien passé. Si c'est rouge, c'est qu'il y a un souci, donc à regarder. Mais effectivement, à partir d'une dizaine de postes déployés, les notifications par mail, ça devient un petit peu pénible. Donc, ensuite, ça, c'est des outils qu'on propose en standard. Après, pour les éditeurs, on a un certain nombre d'autres choses. Si vous avez vous-même un outil de supervision, on peut intégrer dans votre outil de supervision, via des API et d'alerte, des retours sur les sauvegardes. Donc, par exemple, vous pouvez remonter dans votre tableau de bord de supervision de l'ensemble de votre parc des informations sur la sauvegarde. Donc, il y a une API qui permet de faire ça, qui récupère la liste des machines en alerte. Donc, sachant que dans la liste des machines, vous avez un code contrat que vous pourrez rattacher ensuite à vos propres contrats, selon la manière dont vous l'aviez défini. Et cette API vous permet de remonter ça à tout instant et justement de l'afficher dans votre propre outil de monitoring. Donc ça, c'est un outil qui est proposé en standard également, en format JSON, en format CSV, XML, il y a plusieurs formats possibles. Ensuite, il y a également toute la partie, quand on installe un logiciel de sauvegarde, nous, on a besoin d'identifier pour chaque machine à quel contrat on va le rattacher. C'est-à-dire qu'au niveau de Kiwi, on va définir des espaces de stockage. Ensuite, à l'intérieur d'un espace, on va créer un contrat pour chacun des clients. Et dans ce contrat-là, vous pouvez enregistrer plusieurs machines. Sur un radiologue, par exemple, vous pouvez avoir une machine pour le PAX, un autre pour le RIS, etc., plus le poste du directeur, etc., etc. Donc, ces contrats-là, une fois qu'elles sont enregistrées, ces machines vont devoir s'enregistrer avec un contrat. Donc, au préalable, il faut provisionner ce contrat-là. Et ça se fait via l'interface d'administration de manière classique. Mais tout ça, ça peut aussi être automatisé via des API. Si on a dans la slide suivante, voilà, donc un contrat égale un client égale plusieurs machines. Donc, la machine s'enregistre et du coup, vous recevez une clé de contrat qui figure un petit peu en bas. C'est un peu petit, donc on voit pas très bien, mais cette clé de contrat est à renseigner par l'agent au moment où on va enregistrer la machine. Donc ça, la création de contrat, si elle est manuelle, sur des gros parcs, c'est un petit peu aussi quelque chose qu'on peut automatiser, qui peut être fait de manière un petit peu plus simple, par le biais d'un certain nombre d'API de création de contrat. Donc du coup, quand vous provisionnez un contrat pour un client sur votre parc, vous avez un identifiant, vous pouvez créer un contrat automatiquement dans Kiwi, récupérer cette clé de contrat, la donner à un système qui va permettre d'enregistrer la machine en automatique avec votre installeur. Et du coup, la machine va s'enregistrer automatiquement sur le contrat. Et tout ça peut être 100% automatisé sans passer par l'interface d'admin de Kiwi. Donc, ça permet justement de déployer sur des très gros parcs. Je crois qu'un de nos plus gros parcs, il doit faire environ 1000 machines où ils ont utilisé ce système-là. Et ça fonctionne très très bien. Il y a également du coup la gestion des dépassements. Un contrat est toujours associé à un volume maximum. Donc quand on fait un contrat, on dit toujours voilà, je veux un contrat de 10 gigas, 100 gigas, 1 Tera. Et par principe, dans notre solution, on ne va jamais bloquer un backup si on dépasse le volume. Par contre, vous allez avoir des alertes de dépassement. Et ces alertes de dépassement, traditionnellement, elles sont aussi présentes sur l'interface d'admin, mais aussi par mail. Et c'est aussi des choses qu'on peut récupérer ensuite par des API. Donc, qui permet de réajuster, par exemple, le contrat que vous avez avec votre client pour passer au palier supérieur ou faire des choses de ce type-là. Je crois que c'est sur le slide suivant, Loïc. Voilà, donc du coup, vous pouvez faire une facturation à l'usage au réel. Donc, par exemple, vous facturez X centimes du giga et toutes les fins de mois, vous récupérez via les API le volume réellement utilisé par le client
et vous appliquez ça dans votre système de facturation. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être automatisées par l'utilisation des API. On peut passer à la suite. Donc les API sont décrites dans une documentation qui figure sur notre site, mais encore cachée. Loïc, je crois qu'on avait changé ça récemment. La documentation est disponible dans le menu ressources. Vous avez un Kiwipedia avec marqué documentation technique et dedans vous avez l'ensemble des API disponibles qui sont également sur la slide suivante. Voilà, en fait, voilà, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, cette documentation a été fournie quand vous souscriviez un contrat chez nous. Maintenant, elle est publique. Ça rend les choses plus faciles et plus simples à utiliser. Le principe des API, c'est des API REST. Donc, c'est très très simple. On a mis quelques exemples en curl, mais c'est intégrable dans n'importe quel langage, en Python, en C#, en Go, en PHP, en tout ce que vous voulez. Il suffit d'appeler cette API, de passer un token d'authentification qu'on vous fournit quand vous souscrivez un contrat chez nous, et ensuite d'appeler les différentes API, liste des machines, les contrats, création d'un contrat, etc. Donc c'est relativement simple et assez habituel. Voilà, la plupart des logiciels qui ont des API fonctionnent un peu sur le même modèle. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque API, elles sont documentées avec des exemples d'utilisation sur notre documentation en ligne. Si ça suffit pas, si malgré toutes ces API, vous avez des besoins spécifiques, voilà, comme a dit Stéphanie, on est une société française basée en France avec des développeurs, dont un que vous avez en face de vous. Donc, on est tout à fait ouvert à améliorer ces API si vous avez un besoin qui n'est pas couvert par ceci, si vous vous rendez compte qu'il manque un champ, vous avez des besoins particuliers. On peut en parler, on en discute. Et si besoin, on peut enrichir nos API pour répondre à votre besoin spécifique. Il n'y a aucun souci pour ça, on est là pour ça et on l'a déjà fait par le passé avec un certain nombre de clients, aucun problème. Donc n'hésitez pas, voilà, c'est vrai que c'est l'automatisation de tous ces processus de mise en place, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui permet justement de déployer facilement le backup sans que ce soit trop lourd et trop complexe. Voilà, donc ça c'était pour la partie technique. Effectivement, il y a aussi toute la partie juridique et marketing où on peut vous accompagner également sur ce sujet-là. Donc ça c'est plutôt Stéphanie qui va vous en parler. N'hésitez pas encore une fois à poser des questions si j'ai pas été clair sur un certain nombre de points. Et si vous voulez après une présentation spécifique, de nous appeler. On a un site web avec un bouton rappelez-moi et on vous rappellera. Ou m'appeler directement. Voilà, vous appelez Stéphanie directement, bien sûr. Ok, merci. Donc voilà, donc justement, en parallèle, on va dire ça va être la transition de l'accompagnement au niveau de la mise en place d'API spécifiques. On va également vous mettre en avant quelques informations concernant voilà, l'accompagnement au niveau marketing, niveau juridique, niveau commercial également. Donc on a mis à disposition de nos partenaires nous ce qu'on a appelé un kit marketing. Donc je ne sais pas si tu veux bien, Loïc, passer à la slide suivante pour qu'on puisse poursuivre. Merci. Donc un accompagnement technique et commercial donc sur l'intégration de Kiwi Santé, support technique de proximité par téléphone, donc directement, par mail. Voilà, donc dès qu'on a une demande, on ouvre un ticket qui nous permet de suivre cette demande jusqu'à sa résolution. Des formations techniques avec la Kiwi Academy qu'on a lancée il y a quelques semaines. Et bien sûr, un accompagnement commercial pour pouvoir expliquer la solution à l'ensemble de l'équipe commerciale, de pouvoir faire une démonstration aussi des outils qui sont mis à disposition, parce que je pense que c'est un élément qui est également important, même si les commerciaux n'ont pas forcément des profils technico-commerciaux. Je pense que c'est quand même très très important de voir et de comprendre ce que l'on vend. Voilà. Et ce que l'on installe auprès des cabinets médicaux, auprès des magasins d'optique, enfin voilà,
différents profils que vous êtes amenés à traiter aujourd'hui avec votre logiciel. Donc, en parallèle donc, de cet accompagnement technique et commercial, on a donc le kit juridique, avec notamment la mise à disposition de bons de commande, de conditions générales de vente, conditions générales d'utilisation, pardon, de la solution, qui sont fournies au format texte, que vous pouvez absolument complètement personnaliser et que l'on vous conseille fortement d'utiliser avec vos clients finaux pour toujours être conforme au RGPD et assurer la chaîne de la sous-traitance. Voilà, donc ça, c'est un élément, notamment au niveau de la certification, qui est très important et qui est vraiment mis en avant lors des différents audits de surveillance que l'on a pu faire jusqu'à présent. Voilà. Et en parallèle, bien sûr, il y a une partie marketing, parce qu'il est toujours important de pouvoir promouvoir la sécurité des données. Et donc, le kit marketing comporte des présentations de la solution, des informations sur les différentes objections que les clients finaux peuvent avoir, la quête de présentation, exemple d'emailing, fiche produit. Et la majorité de ces documents sont fournis sous forme de fichiers natifs que vous pouvez donc personnaliser pour promouvoir la sauvegarde et pour vraiment parfaitement intégrer la sauvegarde à vos différents services et dans votre catalogue. Sachant également que sur cette partie marketing commercial, si vous avez des demandes spécifiques ou autres, on peut également nous vous accompagner là-dessus. Je pense notamment si vous avez besoin d'exemples ou de chiffres, de sources par exemple, pour faire un emailing spécifique dans votre domaine, on peut, et on l'a déjà fait, vous donner quelques pistes par rapport à ça. Donc en parallèle de toute cette partie accompagnement, j'ai précédemment déjà un petit peu évoqué le plan d'assurance sécurité qu'on a commencé à diffuser depuis cette semaine et qui a été mis donc en place suite à notre certification concernant la partie principalement infogérance de la plateforme Kiwi Santé. Voilà, donc en fait, tout simplement, elle est annexée à la PSSI au contrat lorsqu'on met en place un contrat avec un partenaire pour la solution Kiwi Santé. Et donc, en fait, elle définit l'organisation qui est mise en place, les méthodologies que nous appliquons et les différentes procédures pour tout ce qui est audit, revue des journaux. Enfin, voilà, on a différents éléments que l'on doit respecter, qu'on est tenu de respecter pour conserver notre certification. Et puis, au quotidien, bien sûr, on n'oublie pas, mais vraiment bien garder en tête que la certification ne s'acquiert pas une fois tous les 3 ans. C'est un processus qui se vit au quotidien tout au long de l'année. Voilà. En effet. Donc, nous avons à présent terminé justement cette présentation. Je ne sais pas n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser via le formulaire qui est en ligne, des questions. Nous y répondrons soit directement, ou si vous souhaitez éventuellement que je revienne vers vous, que je vous rappelle, n'hésitez pas également à le mentionner dans les questions ou bien dans le chat, ou sinon à m'appeler directement. Soit par téléphone, donc le numéro qui s'affiche sur votre écran, soit par mail, soit par LinkedIn. Enfin, voilà, tous les moyens sont permis pour arriver à nous joindre et puis qu'on puisse regarder ensemble et préciser éventuellement des points s'il y a besoin de préciser des informations. Non, en effet. Donc logiquement, vous avez dans les documents sur le table de bord à côté directement un document qui récapitule un petit peu donc ce qu'on a dit aujourd'hui et qui est également disponible et qui sera envoyé avec le replay. Donc le replay sera envoyé dans la journée pour vous, comme ça vous pourrez le revisionner si vous en avez envie. Alors j'ai une question donc d'Isabelle. Vos collègues. Oui, également. Donc j'ai une question d'Isabelle. Donc bonjour, comment se déroule la certification éditeur? Quel est le temps de récupération des données sauvegardées sur vos serveurs? Merci par avance pour votre réponse. Je laisse peut-être.
Alors, la certification éditeur, ça dépend si vous parlez de nous en tant qu'éditeur de logiciels de sauvegarde ou de vous. Alors, vous n'avez pas besoin d'être certifié HDS pour utiliser nos services. Ça, c'est clair. Donc, nous, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur l'éditeur en tant que client de notre solution, évidemment. Tout ça, c'est précisé dans le contrat, mais c'est pas très inhabituel par rapport à d'autres contrats. Le temps de récupération des données, ça dépend du volume. Nous, on a une bande passante qui n'a jamais été saturée jusque-là, donc et on vient de travailler justement sur une optimisation aussi de la partie restauration. Donc voilà, vous calculez un petit peu le temps de transfert nominal de votre ligne Internet et puis du coup, bah, vous calculez combien de temps ça peut prendre pour transférer selon que vous ayez de la DSL, de la fibre, de la super fibre ou autre. Voilà, aujourd'hui, le temps de backup, le temps de restauration, il est assez proche du débit de la ligne. Après, on a également la possibilité, si besoin, d'envoyer un disque dur avec une restauration. C'est des choses qu'on peut faire. Non, je dis des conneries, c'est Stéphanie. Sur la version santé, on n'a pas le droit de faire ça parce que ça pose des tas de problèmes de sécurité des médias. Mais sur notre version classique, on est capable de faire ça, mais en santé, il faut passer par le logiciel pour faire la restauration. J'espère que je réponds à votre question. Alors, il y a une autre question, toujours donc de la même personne. Au début, vous parliez d'une double certification éditeur-hébergeur. Imaginons un cabinet médical en ADSL ayant environ 50 gigas de données à récupérer. Ce sont deux questions bien distinctes, ouais, qui sont dans la même. Alors, le cabinet médical n'est pas hébergeur puisqu'il est fournisseur, il est source de la donnée, donc il crée de la donnée médicale, mais il n'a pas besoin d'être certifié. Par contre, l'externalisation des données de ce cabinet-là doit être faite dans un hébergeur certifié. Donc, via notre solution, si on parle de backup, mais si on parle de n'importe quoi d'autre, si c'est une réplication ailleurs, ça doit être chez un hébergeur certifié. À partir du moment où 50 gigas de données, ça passe très bien avec de la DSL. En fait, notre ratio de backup, il est autour de ce qu'on appelle le ratio de backup, c'est la quantité de données qui est transportée chaque jour par rapport au volume initial est autour de 1% maximum, voire même plutôt 0,5. Donc 50 gigas, ça fait 500 mégas de transfert toutes les nuits, ça passe sans aucun souci. Avec de la DSL, on arrive à monter à 200, 250 gigas selon la typologie des données aussi, ça dépend de plein de choses. Mais le plus simple pour ça, c'est de faire un test. Voilà, vous ouvrez un compte de démo auprès de Stéphanie, vous validez que ça fonctionne bien et puis ensuite on peut parler d'autre chose. On ne va pas tous les jours transférer l'ensemble du volume. On fait une première sauvegarde qui est complète et sauvegarde suivante, comme l'a expliqué Sébastien, on transfère que les éléments qui ont été modifiés dans la journée. Voilà, juste pour résumer un petit peu, sur un disque dur classique, on a 90% des données qui n'ont pas changé depuis la veille. On a 10% du volume qui a été modifié depuis la veille. Alors tout ça, c'est des chiffres statistiques. Il y a 10% des fichiers qui ont été modifiés. Et dans ces fichiers-là, il n'y a que 10% des blocs dans le fichier qui a été modifié. Donc, si on prend un exemple d'un dump de base de données, la base n'a pas entièrement changé d'un jour à l'autre. Et on est capable, nous, avec notre système d'incremental block, d'aller extraire les bouts de fichiers dans ce bloc, dans ce gros fichier dump pour n'en sortir que quelques centaines de mégas sur des dizaines de gigas. Et du coup, on arrive à descendre à des ratios en dessous de 0,5%. Donc, c'est vraiment très, très bien optimisé. Le côté externalisé, la ligne Internet ne pose très rarement des soucis. Très bien. Si vous avez éventuellement d'autres questions, n'hésitez pas. On est bien lancé.
Voilà, 50 gigas avec un ADSL, ça se récupère. Il y a de la compression aussi, hein, donc on ne récupère pas les 50 gigas sous la forme de 50 gigas, mais on va déjà diviser ça en deux. Ensuite, c'est pas forcément toutes les données qui sont perdues. Tout dépend du sinistre. Si c'est un PC qui est à réinstaller, voilà, souvent ça prend plus de temps que de récupérer le backup. Mais après, voilà, ça se fait bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le cas le plus courant, c'est de récupérer un fichier ou deux. C'est assez rare qu'on récupère l'intégralité des données, mais ça arrive. Et dans ce cas-là, bah, c'est un téléchargement qui prend un peu de temps, mais pas beaucoup plus de temps que de réinstaller le poste. Généralement, en 24 heures, c'est restauré. Ok. Et un fichier, c'est de l'ordre de la minute ou de la seconde aussi. C'est pas des gros fichiers. J'arrive pas à bien voir les questions, je ne sais pas pourquoi. Mais... On a répondu, oui, tu as répondu à l'ensemble des questions. Oui. Après, il y avait effectivement une remarque encore de Madame Loyer, effectivement, qui disait que dans les situations critiques, ce qui est important, c'est de pouvoir justement récupérer rapidement. Ouais, c'est celle-là que je répondais, mais je ne sais pas si c'est tout compacté sur l'écran, c'est un peu bizarre. Oui, parce que tu peux le mettre à part, la partie question. On regardera ça très bien. Ok, bah, s'il y a d'autres questions. Je vous propose à ce moment-là de clore cette visioconférence. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir des précisions, pour également avoir une présentation des interfaces, qu'on puisse discuter d'un projet de manière un petit peu plus précise. On est toute équipe à votre disposition. Voilà, je m'appuierai sur la partie technique avec Sébastien si vous avez besoin d'éléments plus précis, de la partie développement et la partie intégration. Ne surtout pas hésiter à nous contacter. Donc, merci à vous. Désolé, j'ai dû couper mon écran et mon ordi, mais vous aurez le replay du coup, comme je l'ai dit, à la fin de journée. Voilà, merci beaucoup à vous également pour votre participation. Merci. Merci à vous et bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.